Ce jour est finalement arrivé. Je m'apprête à vous raconter dans les moindres détails mon aventure sur la terre de la Teranga, ce qui signifie hospitalité en wolof. J'ai passé 3 semaines au Sénégal sans réellement savoir ce qu'il m'attendait. Et pour ce voyage, j'ai préféré partir sans avoir aucune attente, car on sait, quand on a trop d'attentes, il y a des risques que nous soyons déçus. Alors, j'ai demandé à l'univers de guider ce voyage, afin qu'il m'offre de beaux souvenirs comme j'ai pu en créer ailleurs. Voici les aventures de Leslie Nia au Sénégal. Hey tout le monde, on se retrouve enfin sur YouTube et enfin pour cette vidéo sur mon retour d'expérience au Sénégal. Alors je sais que j'ai tardé à faire cette vidéo, ça fait en plus 1 mois déjà que je suis rentrée, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram ça fait déjà 1 mois que je suis là. J'ai mis du temps, d'habitude je suis beaucoup plus rapide à faire des vidéos, mais il fallait que je rentre, que je digère mon voyage et que je vous en parle enfin. Entre parenthèses, je sais que mon haut est un peu froissé parce que peut-être dans les commentaires je vais peut-être le lire. La flemme de le repasser donc faites pas attention à ce détail. J'ai une autre chose aussi à dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, c'est que avant de partir au Sénégal, j'avais prévu une série de vidéos. J'ai pris un peu des idées de plusieurs Sénégalais qui m'entourent. Et malheureusement, la vidéo que je suis en train de tourner, ça sera la seule et unique vidéo qu'il y aura sur ma chaîne qui parle du Sénégal parce que clairement j'ai pas eu le temps de tourner des vidéos, ça a été speed, ça a été fast et j'ai dû faire des choix et j'ai préféré profiter de mon voyage au Sénégal plutôt que faire du contenu. Donc si vraiment le Sénégal ça t'intéresse et que mon aventure au Sénégal t'intéresse, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle risque d'être longue et si tu n'as pas le temps de revenir à un autre moment pour la regarder. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais déjà remercier le sponsor du jour. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux américaine, donc ils sont basés à New York, ça fait 2 ans que je travaille avec eux, enfin oui j'ai commencé en 2019 à travailler avec eux et j'ai toujours été très satisfaite de leurs bijoux. Du coup ils m'ont recontacté pour qu'on puisse recollaborer ensemble. Des bijoux qui sont en or plaqué, donc ce sont des bijoux que je porte sur moi, donc j'ai pris un ensemble, une parure, j'ai pris des boucles d'oreilles et un collier à 3 étages. Je trouve que ce collier il est trop beau, il habille trop bien le cou, je trouve que ça fait chic alors que c'est pas forcément de l'or pur ou peu importe, c'est du plaqué or. Donc voici ce que donnent les boucles d'oreilles de plus près. Donc elles sont vraiment de bonne qualité, elles sont vraiment très belles, elles font pas cheap du tout et elles vont vraiment bien avec ce collier qui est sur 3 étages avec 3 chaînes différentes. C'est 3 colliers différents que vous assemblez. Je trouve que le collier est vraiment très très beau. En tout cas, je me lave avec et je peux vous dire que ça ne rouille pas, ça ne bouge pas. Vous pouvez aussi aller dans l'eau de la mer avec, j'ai pas encore testé. Je les ai reçus il n'y a pas très longtemps et toutes les fois où j'ai eu des bijoux de leur marque, malheureusement, j'ai été en Amérique du Sud et vous savez qu'en Amérique du Sud, on peut pas se permettre de sortir avec des bijoux comme ça. Tu n'as pas envie qu'il t'arrive des choses un peu bizarres dans la rue, style agression. C'est des petites boucles d'oreilles qui sont assez discrètes. Qui font vraiment très classe avec une petite perle verte. Donc voici les boucles d'oreilles, elles ressemblent à ça. Elles sont pas très grandes mais je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Pour les personnes qui aiment les bijoux discrets, en tout cas avec Ana Luisa vous serez vraiment servi. Et surtout j'ai un truc à dire, c'est qu'on est dans le mois du Black Friday, on est en novembre, donc forcément il y a des big promotions sur leur site jusqu'au dernier jour du Black Friday. Donc si vraiment il y a des bijoux qui vous intéressent, allez-y, foncez, c'est vraiment des bijoux de qualité qui sont très très beaux. Puis à côté des promotions qu'il y a déjà sur le site, aussi un lien que je vous mets en barre d'infos où vous aurez un code promo avec mon lien si vous voulez acheter des bijoux sur le site. Bientôt c'est Noël, tout ça, donc si vous voulez faire des économies et acheter des cadeaux qui peuvent plaire aux gens de votre famille, à votre copine ou peu importe, ou à vos amis, n'hésitez pas à aller sur Ana Luisa. Alors faut savoir que c'est une idée qui a commencé à germer dans ma tête quand j'étais en Colombie la première année, en 2020 quand je me suis retrouvée en quarantaine. Pour ceux qui ont suivi mes aventures en Colombie, vous connaissez bien cette histoire avec la Colombie. Quand j'étais en Colombie, vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de trucs en Colombie, c'est vraiment un pays que j'ai affectionné et c'est un pays qui m'a quand même un peu rapproché du continent africain parce que ce que je suis partie chercher en Colombie, ça ressemblait quand même à ce que je pouvais entre guillemets trouver en Afrique. Je cherchais clairement le lien, le pont entre les communautés afro-latinas et l'Afrique. Du coup, quand j'étais en Colombie, je m'étais dit qu'une fois que je terminerais de faire ce que j'ai à faire en Colombie, sachant que je voulais rester entre 1 an et 2 ans, finalement je suis restée que 1 an. Une expérience quand même qui m'a pas mal révélée à moi-même. Il faut savoir qu'il y a quand même 7 pays, enfin entre 7 et 10 pays, je sais plus exactement, que je veux faire en Afrique.
et je m'étais dit voilà, une fois que j'ai terminé avec la Colombie, bah j'allais y aller. Mais voilà, c'était encore une idée dans ma tête qui n'était pas encore réalité, je savais pas par quoi commencer, je savais pas par quel pays commencer, enfin à qui m'adresser, c'était un peu confus dans ma tête. Ensuite en février 2021, je décide de quitter la Colombie parce que voilà, mon visa arrivait à expiration et puis j'avais fait mon temps en Colombie clairement et je voulais pas rentrer en France et je décide d'aller au Brésil. Comme ça, je sais pas combien de temps j'allais rester au Brésil. Et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à rencontrer des gens que j'avais pas rencontrés auparavant, des gens peut-être que si même il n'y avait pas la pandémie, je n'aurais pas pu les rencontrer et j'ai fait plein de choses en fait. Vraiment été une expérience importante dans mon aventure en Amérique du Sud, en tout cas cette année, quand je suis partie au Brésil. C'est surtout là où vraiment ça a été le déclic, parce qu'au Brésil j'ai eu le déclic de partir en Afrique. Il y a plein de choses qui ont fait que pour moi tout devenait très clair en fait. C'est vrai que je suis pas encore revenue sur mon retour d'expérience en Amérique du Sud. C'est vrai que j'ai pas tout raconté, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai gardées secrets, mais peut-être qu'un jour je vous le raconterai et le cheminement que j'ai fait en fait pour arriver jusqu'au Sénégal. Au Brésil ça a été comme une évidence et je m'étais dit que maintenant c'est bon, je suis prête, je peux aller en Afrique. C'est vrai que j'ai certains blocages par rapport à des choses qui a pu m'arriver en Côte d'Ivoire quand j'étais jeune. C'est vrai que c'est des choses que je raconte pas vraiment sur les réseaux, j'ai raconté le coup d'état, tout ça, tout ce qui s'est passé quand j'étais à l'école en Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres choses en vrai dans ma vie personnelle qui sont passées et qui m'a mis un blocage et c'est des choses tellement personnelles que j'ai pas envie de les raconter. Et YouTube pour moi c'est pas mon journal intime en fait, donc du coup c'est des choses que je garde pour moi. En vrai de vrai, je voulais aller au Mozambique. Voilà, moi mon pays goal en Afrique c'est le Mozambique, c'est un pays que j'ai toujours voulu faire de toute façon, même depuis toujours. C'est juste que je savais pas trop comment m'y prendre, en plus j'ai jamais été dans cette zone en Afrique, enfin quoique si, parce que j'ai été en Tanzanie, donc si, c'est la même zone, mais du coup je savais pas trop, je savais pas par où commencer, c'est un peu loin, et puis bon, je me suis dit si je commençais déjà par un pays francophone, ce serait déjà plus simple, même si je parle portugais, que je suis bilingue portugais, mais j'ai jamais été dans un pays d'Afrique où on parle portugais, donc je ne sais pas comment sont leurs cultures, comment ils se comportent les gens, je ne connais pas cet aspect en tout cas de l'Afrique lusophone. Du coup le Sénégal faisait partie des pays d'Afrique que je voulais faire. Après c'est vrai que c'était pas un pays d'Afrique que je voulais faire en priorité, mais j'ai estimé que c'était le pays d'Afrique le plus simple par lequel je devais commencer tout doucement mon aventure, en tout cas sur le sol africain subsaharien. Je me suis renseignée sur le Sénégal, j'ai regardé ce que je pouvais faire, par où commencer, les prix, voilà, qu'est-ce que je pouvais apporter et puis même qu'est-ce que j'allais chercher, parce qu'il faut quand même savoir quand je voyage, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, en fait quand je voyage pour moi. Je voyage, je suis dans ma quête personnelle. Je voyage pas pour faire plaisir aux gens, en fait mes voyages je les partage parce qu'en fait c'est arrivé comme ça dans ma vie. Clairement quand j'ai commencé YouTube je pensais pas partager mes voyages, ça arrivé comme ça parce que c'est les gens qui m'ont posé des questions et après j'ai décidé de partager mes voyages. Mais de base je voyage pas pour que les gens me suivent. Et puis après je les partage et puis ceux qui aiment ils prennent et ceux qui n'aiment pas ils aiment pas et puis c'est leur problème, ça ne change rien à ce que moi je vais chercher en fait. Je me suis dit que quand je choisirais le Sénégal, je ferais le Sénégal que les gens ne font pas, que les gens ne connaissent pas, parce que avant de se rendre dans ce pays là, je pense que si tu cherches sur internet, tu verras souvent les mêmes choses, les gens ils font les alentours de Dakar, enfin on revoit souvent les mêmes choses, donc même avant d'y être allé, tu sais quand même ce qui t'attend. Moi personnellement dans ma façon de faire les choses et dans ma façon de voyager et de voir les choses, je n'aime pas faire ce que tout le monde fait parce que c'est pas ce que je recherche. Et je me suis dit que voilà, tout le monde va au même endroit, mais il y a forcément un endroit où personne ne va et qui mérite d'être exploité. Et je me suis dit que c'est ça que j'allais chercher au Sénégal. Et il faut que je trouve ça. Donc, je vais pas mentir, pour ce voyage, j'ai été accompagnée. Ce n'est même pas moi qui ai programmé mon voyage. On me l'a programmé et on me l'a proposé et je me suis dit ok je viens et je tente l'aventure et on voit ce que ça donne. Je suis partie uniquement que 3 semaines au Sénégal, ça a été très rapide donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, mais globalement j'ai vu ce que je voulais voir au Sénégal. J'ai commencé avec Dakar parce que forcément mon vol est arrivé de Dakar et puis j'ai commencé à explorer les alentours. L'alentour que j'ai pu faire c'est l'île de Gorée parce que c'est quand même un endroit assez mythique au Sénégal, même si ça commence à être un endroit un peu controversé parce qu'on dit que c'est pas la vraie histoire, que c'est bon bref, il y a plein de choses qui disent que l'histoire de Gorée n'est pas la vraie histoire, blablabla blablabla. Bref, pour moi c'était quand même important d'aller voir Gorée parce que ça fait quand même partie de l'histoire et même si elle n'est pas exacte à 100% l'histoire, ça ne n'efface pas quand même ce qui s'est passé en tout cas sur cette île. C'est aussi au lac Rose qui se trouve à peu près à 3 heures de Dakar. J'ai pu constater de Dakar, en tout cas de mon expérience, de ma petite expérience, c'est une ville quand même qui bouge beaucoup, c'est une ville qui se développe super bien. J'ai trouvé que cette ville était quand même pas mal développée et que les personnes étaient beaucoup dans l'apparence, ça veut dire que l'apparence des gens là-bas compte énormément. Quand t'es une femme, t'as intérêt à être tout le temps sur ton 31. Ce que tu montres de toi va compter là-bas en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé à l'œil. C'est quand même une ville qui est assez speed et où les gens, j'ai remarqué, après c'est peut-être propre aux Sénégalais de manière générale, mais moi c'est un truc que j'ai plus vu à Dakar,
c'est que les gens étaient beaucoup dans l'entrepreneuriat, ils n'ont pas peur de tenter des choses et que même s'ils travaillent à côté, mais ils n'ont pas peur de lancer un petit business. C'est vraiment des gens qui entreprennent et qui n'ont pas peur d'aller de l'avant, et c'est quelque chose qui m'a pas mal plu à Dakar. Et encore une fois, voilà, Dakar c'est une très grande ville d'Afrique de l'Ouest, c'est une ville qui est développée, ça bouge, ça reste la ville en fait, ça reste la vie citadine, et malgré que je sois une citadine qui soit née à Paris, dans une des plus grandes villes d'Europe, quand je voyage, c'est pas ce que je cherche réellement en fait. J'ai besoin de plus de simplicité et plus de contacts, on va dire, humains, même si dans une ville, t'as quand même des contacts humains. Mais c'est pas pareil que dans les milieux ruraux. Quatre jours après mon arrivée à Dakar, je suis partie avec un groupe. On était 12 dans le groupe. Il faut savoir que dans le groupe, il n'y avait que 3 étrangers. Donc il y avait une Marocaine, il y avait moi et il y avait une fille qui venait de Gambie. Mais le reste des autres personnes étaient d'origine sénégalaise, vivant au Sénégal, nées au Sénégal, je tiens vraiment à le préciser. Et depuis qu'il y a la pandémie, d'après ce que j'ai compris, c'est que les Sénégalais ont privilégié le fait de découvrir leur pays plutôt que sortir du pays et aller découvrir peut-être l'Europe ou Dubaï ou que sais-je. J'ai fait un premier stop qui se trouvait à 7 heures de route de Dakar. C'est une région qui s'appelle Tambacounda dans le Sénégal oriental. Donc je vais pas mentir, avant de partir au Sénégal, je n'avais jamais entendu parler de cette région. C'est une région voilà, qui se trouve dans le Sénégal oriental. Même avant, je ne savais même pas que le Sénégal avait une connotation de Sénégal oriental. J'ai vraiment beaucoup appris, en tout cas en partant dans cette région. Dans un hôtel au début, parce qu'on avait fait 16 heures de route, on devait se reposer et reprendre la route le lendemain pendant 5 heures pour arriver à notre destination finale que je vous dirai au cours de la vidéo. Et donc quand on s'est posé à l'hôtel, il y avait notre guide des prochains jours qui est venu se présenter à nous. Et normalement on devait commencer le voyage le lendemain parce que l'hôtel c'était juste pour se reposer. Et notre guide nous a proposé si on voulait aller dans un village qui se trouvait à 20 minutes de notre hôtel, de 300 habitants, d'ethnie Peul et Bambara. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire une ethnie, en fait dans les pays d'Afrique ou même dans les pays d'Asie, il y a une connotation d'ethnie, ça veut dire que tu peux appartenir à un peuple, tu peux appartenir pardon, à un pays, et au sein d'un pays, il y a les personnes viennent de différentes ethnies, et dans ces différentes ethnies, chaque ethnie a son nom, et tu parles aussi ta propre langue dans ton ethnie, et tu as ta propre coutume et culture dans ton ethnie au sein d'un pays, au sein d'un même pays. Je sais que les personnes qui viennent de pays où il y a des ethnies comme en Asie ou en Asie du Sud-Est ou en Inde ou en Afrique subsaharienne, c'est vraiment des connotations pour nous qui sont normales. Et aussi dans les communautés indigènes, aussi ils ont des ethnies différentes, les indigènes ne sont pas tous pareils. Mais une définition en barre d'infos pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Savoir que dans ce village là, les gens ne parlaient pas français, ils ne parlaient ni Wolof. Comme j'ai fait une vidéo il y a un mois, que je te mets quelque part dans le i ici, si tu as envie d'aller au Sénégal, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo parce que peut-être elle pourrait t'aider. Et justement dans cette vidéo, je dis que les langues officielles du Sénégal c'est le français et le Wolof. Cette communauté là, ils ne parlaient ni le français ni le Wolof, ils parlaient uniquement Peul et Bambara. Du coup pour communiquer c'était pas possible en fait. Donc c'était une visite qui n'était pas du tout prévue au programme. C'est le guide qui a décidé de nous proposer ça à la dernière minute comme ça. Donc du coup nous on a dit ok, on s'est dit why not. On prend le van et puis on arrive dans un village au milieu de nulle part. Et en fait, pendant qu'on était dans le van, il y avait un groupe de filles qui nous attendaient et qui commençaient à chanter, qui criaient, qui tapaient des mains. Donc déjà, l'accueil, il était très fort. Tout le monde nous a accueillis, mais vraiment, c'était fort comme expérience. Cette visite dans ce village, ça a été ma plus belle visite au Sénégal. Ça a été la visite la plus humaine que j'ai pu faire. Et franchement, c'était une connexion avec les gens de dingue, en fait. C'était un truc qui n'était même pas prévu. Mais ça a été fort en émotion et ça a été fort en partage, sachant qu'on parlait même pas les mêmes langues. On pouvait clairement pas communiquer entre nous parce qu'on parlait pas la langue. La seule personne qui parlait Peul, c'était notre guide en fait. Du coup, c'était vraiment une rencontre de dingue. On a appris trop de choses sur leur culture et vous savez, quand vous allez dans ce genre d'endroit, dans les villages, tout ça, forcément quand tu voyages, t'as forcément ce réflexe de filmer, de prendre des photos. Et moi, il y a une scène qui m'a marqué, qui m'a marqué et que j'ai trouvé et qui m'a fait sourire en fait, c'est parce que pendant qu'on était en train de les filmer, les gens du village, en fait eux-mêmes avaient leur smartphone au village et ils nous filmaient aussi. En gros, nous c'est comme si
Nous en gros, parce qu'on voyage, on veut immortaliser ce moment-là. Pour eux aussi, on était aussi une attraction en fait dans leur village parce qu'ils avaient tous chargé leur téléphone et prêts aussi à nous filmer, à nous prendre en photo. Et je me suis dit, vous voyez, c'est ce genre d'image-là, on voit pas ça à la télé en fait. On voit pas ça sur internet. Et c'est vrai que quand tu vas dans un village, tu t'imagines que voilà, au fin fond du village, de base, il n'y a pas d'électricité, donc tu te dis comment ils font pour charger leur téléphone, mais après il y a que qui savent comment ils font. Mais on nous montre pas ça en fait, qu'aujourd'hui, que même au fin fond d'un village, les gens ils sont connectés en fait. Même au fin fond d'un village en Afrique où tu peux t'imaginer, enfin pour ceux qui connaissent pas le continent africain, en tout cas du côté subsaharien, qui peuvent s'imaginer que les gens, je sais pas, ils vivent dans des arbres. Je ne sais pas trop ce qu'imaginent les gens, mais en fait les gens ils ont des smartphones en fait, et que eux aussi nous filment, et que eux aussi sont connectés aux trucs comme TikTok, comme Facebook, comme j'en sais rien. Quand j'ai été et que je les ai vus nous filmer, j'ai dit mais en fait le monde a vraiment changé, on est vraiment tous connectés. Et bref, donc ça a été une visite incroyable, on a chanté, on a dansé, tout le monde était heureux, tout le monde était de bonne humeur, pourtant on n'a même pas pu s'échanger un mot, mais en fait juste l'énergie, juste nos énergies en fait elles se comprenaient, c'était dans nos énergies qu'on se parlait, c'était avec nos énergies qu'on communiquait, c'est à travers la danse, c'est à travers nos sourires, c'est à travers le fait que chacun se filmait, on se filmait mutuellement, c'était... Voilà, ils nous ont vraiment accueillis chez eux, vraiment comme si on faisait partie d'eux en fait. C'était une rencontre de dingue. Franchement, pour moi, ça a été c'était ma plus belle visite au Sénégal. Parce que moi, je pars du principe que les villages, en tout cas en Afrique, ou que ce soit en Asie, ou peu importe où dans le monde, ils sont très importants. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec la connotation de village quand tu fais des vidéos en Afrique et tout. Sauf que moi, j'en fais pas beaucoup en Afrique, vu que j'y vais pas souvent. Je sais que c'est des choses, on va t'attendre au tournant parce qu'on veut que tu montres une image de l'Afrique qui est parfaite, qui est pareille à l'occidental, où il y a les buildings, où il y a les resorts, ou tout ça. Mais en fait, les gens, tout le monde ne voyage pas pour ça en fait. Tout le monde ne va pas voyager dans des pays pour trouver ce qu'ils trouveraient en Europe ou à Dubaï. Enfin, personnellement, si je veux trouver des resorts ou je sais pas quoi, je vais à Punta Cana ou je vais à Dubaï, j'en sais rien. Mais quand je vais en Afrique ou quand je vais en Amérique latine, moi je veux connaître la vraie histoire en fait, les vrais peuples et aller dans des villages et aller vraiment à l'aventure en fait. Parce que je me dis qu'il n'y a que comme ça que j'apprendrai, parce que c'est les personnes concernées qui me parlent directement de l'histoire. Moi je pars du principe que les villages ils sont là, ce sont des bibliothèques humaines. La culture elle se transmet par la parole en tout cas et c'est important d'y aller. Il faut pas en avoir honte. Oui, en Afrique c'est développé, oui, il y a des routes, mais moi c'est pas ce que je veux montrer sur internet parce que je suis pas dans ce but de faire une compétition, de dire aux gens ah regardez, vous voyez en Afrique, et ben on a des immeubles, hein, on a des infrastructures, hein, on vit pas dans la jungle. J'ai pas besoin de ça en fait, parce que moi quand je voyage, je cherche pas à prouver, je cherche, comme je dis, je suis dans ma quête personnelle. Voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Ensuite, le lendemain, on a repris la route et puis on a fait 5 heures de route pour aller jusqu'à Kédougou. Donc Kédougou, c'est aussi une région que je connaissais pas du tout avant de partir au Sénégal. C'est une région où il y a des cascades qui sont assez connues. C'est une région aussi où il y a de l'or. Et c'est une région qui n'est pas très exploitée au Sénégal, d'après ce que j'ai pu comprendre. Que les gens, ils ont un peu la flemme d'y aller parce qu'il y a quand même 12 heures de route et qu'il faut vraiment avoir envie de faire des 12 heures de route pour aller là-bas. Mais vraiment, moi je vous dis honnêtement, ça vaut la peine, ça vaut le coup d'y aller. J'ai quitté la France pour aller jusqu'à Kédougou et je le regrette absolument pas. C'est une des plus belles régions que j'ai pu voir en tout cas au Sénégal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti dans un village de Bédik. Donc c'est un village de personnes animistes. Donc ce sont des gens qui pratiquent la religion, on va dire normalement des Africains de base, avant que les religions monothéistes arrivent en Afrique. Et en tout cas notre guide, il nous a dit que depuis quelques années, le christianisme est pas mal présent dans le village et que en gros la religion animiste commence à se perdre petit à petit. C'était aussi intéressant de connaître leur histoire, le guide encore comme d'hab au top, il nous a tout raconté. Je tiens à préciser que j'ai fait un onglet sur Instagram où tout est détaillé, donc si tu veux vraiment savoir cette histoire là, je t'invite à me suivre sur Instagram et à regarder ce que j'ai fait au Sénégal. Et du coup aussi j'ai rencontré une dame que je trouvais très belle, une dame. Je ne sais pas quel âge elle avait, une épine de porc-épic dans le nez en guise de piercing, non, c'est pas un piercing mais bon, voilà pour qu'on se comprenne. C'était un signe qui voulait dire que quand t'es marié tu as ça dans le nez en fait, donc voilà. On a visité ce petit village, les gens ils étaient très gentils là-bas, ils étaient très chaleureux, ils vivent dans les hauteurs parce que leurs maisons sont dans les hauteurs. On a dû faire un petit trek vite fait pour monter dans leur village. Ensuite on a fait un trek d'une heure ou d'une heure et demie ou de 2 heures, je ne me rappelle plus, pour aller à une première cascade. Parce qu'il faut savoir que dans cette région-là, il y a plusieurs cascades. Donc on est parti à la première cascade, c'est la cascade de Kounsi. Je tiens à préciser que la cascade, elle était vraiment très belle, mais le chemin est un peu dangereux. Je trouve que pour atteindre cette cascade, c'est quand même... Voilà, dangereux. Mais en tout cas, c'est des cascades qui étaient incroyables. Enfin, c'était tellement beau et je me dis, mais en fait, le Sénégal, ça a grave du potentiel. C'est un délire.
enfin, le pays est tellement beau. Franchement, j'en ai pris plein les yeux en termes de paysage, tout ça. On est rentré au chemin retour. Faut savoir qu'il y a des grandes herbes en fait qui sont. Moi, je suis petite de taille. Hein, je fais moins d'1m60. Peut-être que ça se voit pas, mais je fais moins d'1m60. Et en fait, il y a des grandes herbes qui étaient plus grandes que nous. Et il faut, voilà, quand tu marches, il faut enlever l'herbe devant toi et tout. Puis un moment, on a marché, il faisait nuit. J'avais peur. Enfin, je sais pas s'il y avait des serpents. Le lendemain, on a fait une autre cascade. Donc, c'est la cascade la plus connue du Sénégal et la plus haute, il me semble, du Sénégal. Elle s'appelle Dindéfelo. Alors, cette cascade, waouh, elle est belle, mais je vais pas mentir, le trek, il était super difficile. Franchement, ce trek là, je vais pas mentir, j'étais à bout. J'étais à bout et le guide il a fait preuve vraiment d'une patience avec nous parce qu'on n'en pouvait plus. C'était dur, en plus à Kédougou il fait très chaud. Première partie du trek, on a dû faire de l'escalade. Et vous savez, comme je dis, je suis petite de taille. Et quand t'es petite de taille, tu sens que quand tu fais des treks ou quand tu fais de l'escalade, t'as plus de difficultés que les autres en fait. Enfin, je sais pas, t'as pas des grands bras, t'as pas des grandes jambes. On est arrivé au top enfin on est arrivé en haut, tout en haut, et on avait la vue sur toute la forêt en fait, c'était magnifique. Mais à ce niveau-là, j'étais super fatiguée, j'avais perdu toutes mes forces, j'avais plus d'énergie, je vais pas mentir, j'avais plus d'énergie. Et en plus, j'avais pas ramené à manger avec moi et je n'avais plus d'énergie pour continuer alors qu'on avait quand même 4 heures de trek. C'est un trek quand même qui est assez long, c'est pas un trek de 1 heure, c'est pas vite fait, c'est long et en plus il est physique. Du coup, quand je suis arrivée tout en haut, je me sentais pas bien. Et il y a une personne qui était là avec nous, qui avait ramené à manger, qui avait ramené des espèces de friandises aux fruits du baobab, qui avait ramené des gâteaux, qui avait ramené des bananes, qui avait ramené des cacahuètes, des noix de cajou. Si elle n'était pas là, je n'aurais jamais pu terminer ce trek. J'étais à bout. Clairement, j'y avais laissé mon âme. Mon âme est sortie de mon corps. Sans exagérer, je vous jure que le trek il est hyper difficile. On s'est posé un peu et puis on a repris le trek. Clairement, comme je dis, pour moi ce trek était très difficile. Pourtant j'en ai fait des treks difficiles dans ma vie, dans d'autres pays. Mais là, avec la chaleur et tout, j'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus. Et je tiens encore une fois à remercier le guide qui a été incroyable, qui a été d'une patience inouïe, qui nous a tous supportés, qui a été professionnel du début à la fin. On voit vraiment que son travail, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une passion, son travail, ça vient du cœur. Il le fait avec les tripes, vous voyez. Enfin, franchement... Ce guide là, j'ai eu un gros coup de cœur sur lui et après on arrive enfin à la cascade. J'étais dans la cascade, c'était incroyable, la cascade elle était tellement belle, waouh, l'eau était transparente, vous avez les poissons qui... Vous voyez les poissons qui vous enlèvent les peaux mortes au niveau des pieds, bah là-bas vous les avez gratuitement parce qu'il y en avait plein. Mais en tout cas c'était trop bien, c'était trop beau, c'est un endroit mais tellement pur encore. Franchement j'ai trop aimé Dindéfelo, c'était trop beau. C'était vraiment à donner une mention spéciale au guide qui a été là, qui a été patient, qui a fait beaucoup de choses que je ne peux pas dire en vidéo, mais qui a vraiment, ça a été un bonhomme, clairement. Il nous a tous supportés, il a aidé tout le monde, jamais montré un signe de fatigue, un signe d'exaspération ou un signe qu'on le soulève, pas du tout. Il a été pro, il nous a soutenus quand on voulait abandonner. Et vraiment, le guide, vraiment une mention spéciale pour lui. Et c'est vraiment quelqu'un à qui vous pouvez donner votre argent sans vous poser de questions, je vous le dis honnêtement, sans vous poser de questions. Casamance. Alors je suis allée en Casamance, je ne connaissais pas non plus cette région, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc la Casamance, je suis pas restée longtemps en Casamance, j'ai dû rester 3 jours, c'était très express parce que la fin de mon voyage arrivait. C'est une région qui est incroyablement belle, ça m'a fait penser à l'Amazonie, alors j'ai jamais été en Amazonie hein, mais j'imagine. Ça m'a fait penser à l'Amazonie, c'est vraiment pur. Chance de voir des femmes qui étaient en train de cultiver le riz dans une rizière. Alors je ne savais même pas qu'il y avait des rizières en Afrique, je pensais que c'était uniquement en Asie. Alors que pas du tout. Et j'ai pu voir des femmes qui cultivaient le riz, j'ai pu voir des rizières, j'ai pu voir comment ils faisaient le riz, comment ils faisaient sécher le riz. C'était hyper intéressant de voir ça. J'étais vraiment très contente de pouvoir voir ça une fois dans ma vie, vu que j'ai jamais été en Asie, donc je ne sais pas comment ça se passe dans les rizières. C'est vraiment un travail de femme courageuse. Parce qu'elles sont sous le soleil comme ça à trier le riz, je sais même pas comment elles font. Les gens en Casamance, ils sont tellement gentils, ils sont tellement humains. Pour moi, c'est tellement la simplicité des gens en fait. Vraiment, les gens en Casamance m'ont marqué. C'est ma région coup de cœur. Après, c'est vrai qu'il faut être quand même à l'aise avec un aspect de la Casamance que j'ai envie de vous dire quand même. C'est que la Casamance, c'est une région au Sénégal qui est mystique. C'est-à-dire que les gens pratiquent le mystique, tout ce qui est les ancêtres, tout ce qui est machin. Et si tu as peur de ce genre de choses, c'est un peu compliqué. C'est vrai que moi, j'ai un peu peur de ce genre de choses. Alors je ne diabolise pas cette chose-là, mais j'en ai un peu peur. Et donc je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Mais je suis curieuse et que j'ai été là-bas et que j'ai écouté ce qu'on avait à me dire.
J'ai vu aussi un roi, donc le roi de leur village, le roi d'Usui. Et donc il nous a expliqué comment il a été élu roi, il y avait ses disciples qui expliquaient un peu l'histoire, comment on désigne quelqu'un roi, tout ça. Et ils nous ont expliqué voilà, la religion qu'ils pratiquaient, tout ce qui était mystique, tout. C'était très intéressant, j'en ai un peu plus parlé sur mon compte Instagram. C'était très intéressant, mais je vais pas mentir que moi, vu que je suis une peureuse de nature, quand j'ai fait ma première visite où on me parlait de choses mystiques, j'ai eu tellement peur par rapport à un truc qu'on m'a dit que je ne dirais pas dans cette vidéo, que j'ai dormi la lumière allumée. Voilà, j'assume, j'ai dormi la lumière allumée. Mais en tout cas, j'étais très contente de voir cette région-là. Ils ont des plages qui sont tellement belles au Cap Skiring. Voilà, c'est paradisiaque, il n'y a pas beaucoup de tourisme là-bas. Les plages elles sont vides, les gens ils sont un peu dans le délire un peu jamaïcain. J'ai trouvé que c'était un peu la Jamaïque d'Afrique, vraiment pour moi ils sont dans le même délire clairement. C'est très chill, c'est très reposant, franchement j'ai adoré la Casamance. Juste comme j'ai dit encore une fois, j'ai eu un peu peur de l'aspect mystique parce que je suis pas familière avec ça. En tout cas c'est une des régions que en tout cas, je vous conseillerais vraiment de faire. Par contre si vous avez peur des bêtes, je tiens à dire une chose, c'est que j'ai vu quand même des cobras en Casamance, genre des cobras sur la route, des cobras en liberté. Donc si t'as peur des cobras, des bêtes bizarres, des crapauds, des bêtes que tu vois qu'à la télé, en Casamance, prépare-toi psychologiquement. Si j'ai pu le faire, c'est que tu peux le faire parce que j'ai peur de tout. Du coup, bah voilà, j'ai quand même à le dire. Et puis si tu veux savoir aussi dans quel hôtel où j'ai été, tout ça, tout ce que j'ai pu faire, si tu as besoin de quoi que ce soit comme renseignement, en tout cas pour ton voyage au Sénégal, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à me poser tes questions en privé. Je dis honnêtement, moi j'ai quand même une grande expérience du voyage en solo, mais c'est vrai que le voyage en solo, je pense sur le continent africain, il n'est pas pareil que sur le continent américain que j'ai pu faire. Quand je dis américain, je parle des États-Unis jusqu'en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, même si en Amérique du Sud, tu as quand même certaines choses à faire attention, c'est vrai que c'est pas pareil que de voyager seul en Afrique. Et ça te demande d'autres préparations pour voyager seul en Afrique, surtout si tu ne l'as jamais fait. Sans doute, je ferai sans doute une masterclass par rapport à ça, et qui viendra dans les mois à suivre. Voici le grand résumé de mon voyage au Sénégal. Du coup, ça a été un très très beau voyage. Je regrette pas d'être allée au Sénégal, j'ai découvert plein de choses. J'aurais voulu faire plus, en tout cas, j'ai pas pu parce que les conditions ont fait que ce n'était pas possible. Vraiment un très très beau voyage, j'ai rencontré plein de gens qui ont été super gentils, j'ai vu plein de choses qui ont été très belles et des choses que je n'imaginais pas vivre quelques mois avant. Ça me donne aussi d'autres idées, d'autres voyages, alors peut-être pas forcément en Afrique, mais peut-être sur d'autres continents ou d'autres régions que j'aurais jamais imaginé faire. Ça m'a donné envie de peut-être un peu plus m'ouvrir ailleurs. Comme on dit au Brésil, la vie n'est qu'un souffle. Rien n'est acquis. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Profite de tout ce que tu as, tant que tu l'as. Tu as un rêve, donne-toi les moyens pour le vivre, car peut-être qu'un jour, il sera trop tard. L'échec n'existe pas, c'est juste une épreuve qui te montre que tu dois faire mieux la prochaine fois. C'est aussi une leçon qui t'apprend à être plus patient et te faire gagner en maturité. La peur, elle sera toujours là, peu importe le courage que tu as dans la vie. Marche avec elle, mais ne la laisse surtout pas te dominer. Ne la laisse jamais te paralyser de faire quoi que ce soit dans la vie. N'oublie pas que les bonnes choses mettent du temps, alors si tu n'es pas là où tu veux être aujourd'hui, travaille et entoure-toi des bonnes personnes. Continue à croire et ne baisse pas les bras. La vie est pleine de rebondissements.